monde voudrait être Paris. Quasiment toutes les villes du monde voudraient être Paris. Berlin a adopté un parti diamétralement opposé à Paris, et puis alors autrement plus moderne. L'une des plus anciennes capitales du continent européen et l'une des plus récentes. Paris et Berlin se sont affrontées. Elles se sont réconciliées, se sont influencées et ont écrit ensemble une histoire tumultueuse. Cette compétition a changé le visage des deux capitales et a contribué à construire les deux villes d'aujourd'hui. Voici comment, en 4 siècles, Paris et Berlin ont grandi face à face. L'idée, c'était, cette ville est un Eldorado. Tu peux te forger une carrière là-bas. Haussmann, c'est le chirurgien fou. C'est un réseau, Haussmann, c'est pas des immeubles autour des rues, c'est tout un système très très intelligent, très puissant, très pensé. Berlin, en 1940, c'est la ville la plus dense dans le monde. Un de mes amis m'a dit, à Berlin, on peut encore construire le futur, alors qu'à Paris, tout est déjà construit. Octobre 1806. La Prusse est défaite par les armées de Napoléon aux batailles d'Iéna et d'Auerstadt. Cette défaite a été une catastrophe, parce qu'il ne s'agissait pas simplement de l'armée prussienne, mais de l'armée victorieuse de Frédéric le Grand. C'est l'heure de la première confrontation entre Paris et Berlin. Une armée qui a fui le combat. Par exemple, à Auerstadt, 50 000 soldats prussiens ont été mis en déroute par 25 000 soldats français. Sur ce tableau, qui montre l'arrivée de Napoléon porte de Brandebourg, il n'y a pourtant dans la foule aucune expression d'hostilité. Et donc Napoléon qui rentre à ce moment-là à Berlin, c'est non seulement le général victorieux, mais c'est aussi le représentant de la modernité qui vient de l'emporter sur un État archaïque qui a fait la preuve de ses insuffisances. Et il est attendu avec impatience. Cet enthousiasme des débuts nous parle d'un empereur qui n'est pas seulement vu comme le vainqueur de l'Europe, mais aussi comme une incarnation des valeurs de la Révolution française. Liberté, égalité, fraternité. L'empereur est regardé de ces deux manières, le vainqueur et l'homme du renouveau. Cet événement marque la fin d'une époque. Depuis la disparition de Frédéric le Grand, 20 ans plus tôt, la capitale de la Prusse semblait se chercher un avenir. Et justement, le premier geste du vainqueur est un hommage au grand souverain prussien, dont il se voit comme le digne successeur. Napoléon descend dans la crypte de l'église de la Garnison, se recueille devant la tombe de Frédéric II et entame une sorte de dialogue au-delà de la tombe avec le souverain mort en lui disant, en gros, si vous aviez été là, je ne serais pas là aujourd'hui. Et à la suite de ce dialogue dans la crypte, Napoléon ressort avec l'épée de Frédéric II, le réveil de Frédéric II, et il ramène ça un petit peu comme des reliques de celui à qui il était venu rendre hommage par-delà la mort. Napoléon ne manifeste pas le même respect pour le couple royal de Prusse.
et s'installe ainsi au château de Charlottenbourg, dans les appartements privés que le roi, Frédéric Guillaume, et son épouse, la reine Louise, viennent de quitter précipitamment. À l'annonce de la victoire des troupes impériales, ils ont en effet trouvé refuge dans leur possession de Prusse orientale, à quelques centaines de kilomètres de Berlin. Napoléon est accompagné d'un grand savant et en même temps un écrivain et un artiste, Vivant Denon, qui est le directeur du musée Napoléon, qui était le nom qu'on avait donné au Louvre à ce moment-là. Et le projet de Vivant Denon, soutenu par Napoléon, c'est de faire du Louvre à Paris, ou plutôt du musée Napoléon, le grand musée de l'Europe, dans lequel on rassemblerait les chefs-d'œuvre depuis l'Antiquité jusqu'à l'époque présente. Et Berlin devra naturellement apporter sa contribution au grand projet de Vivant Denon, lequel, avec son jeune assistant Henri Bell, qui deviendra bientôt le célèbre romancier Stendhal, jette très vite son dévolu sur un chef-d'œuvre. Le quadrige de la porte de Brandebourg, réalisé à peine 15 ans plus tôt. Une représentation de la déesse de la victoire tournée en signe de paix vers l'intérieur de la ville. Et très vite, on a dessiné des caricatures qui ont été distribuées dans toute l'Allemagne. Par exemple, celle de Volz, l'un des caricaturistes les plus connus de cette époque, où l'on voit Napoléon avec une grande échelle qui grimpe lui-même sur la porte de Brandebourg pour prendre le quadrige sous le bras et l'emporter à Paris. Pour les Berlinois, cet acte est une humiliation symbolique. Napoléon montre qu'il est le vainqueur et qu'il peut prendre tout ce qu'il veut parce que ça lui appartient. On dit à Berlin que le quadrige sera exposé sur un monument aux proportions similaires à celles de la porte de Brandebourg. L'arc de carrousel, alors en construction, que Napoléon a voulu pour honorer ses armées. Le quadrige de Berlin n'a toutefois aucune chance face à un autre chef-d'œuvre beaucoup plus prestigieux, les chevaux de la cathédrale Saint-Marc à Venise, aujourd'hui remplacés par des copies. On ajoute aux chevaux 2 victoires pour évoquer la gloire de l'Empire. Quant au quadrige, il restera en caisse jusqu'à la défaite de Napoléon, 8 ans plus tard. Et la Prusse a dû payer un tribut de guerre, comme c'était pratiqué à l'époque. Napoléon veut beaucoup d'argent et ce qui reste de la Prusse doit payer. Et les banquiers juifs berlinois font le tour de l'Europe pour obtenir les crédits nécessaires. Et Napoléon a décrété que ses soldats resteraient à Berlin tant que cet argent ne serait pas versé. Et cela a pris plus de 2 ans. Napoléon, qui à son arrivée à Berlin était vu par beaucoup comme un libérateur, montre à présent son vrai visage, celui de l'occupant. Le territoire de la Prusse est amputé de moitié. C'est à présent un petit royaume, allié de force à l'Empire français. Son souverain, Frédéric Guillaume III, doit donc se plier à toutes les exigences de Napoléon. La Prusse a été obligée de participer à la campagne contre la Russie de 1812. La grande armée, 600 000 hommes, était une armée dans laquelle il y avait plus de au moins 100 à 200 000 soldats originaires des États allemands, et parmi eux 20 000 Prussiens. Et parce que Berlin était situé sur la grande route qui allait en Russie, on voyait passer ceux qui partaient et ceux qui revenaient. Et ceux qui revenaient étaient une terrifiante bande de pauvres diables en haillons. La retraite de Russie tourne au cauchemar pour Napoléon.
Et le roi de Prusse saisit cette occasion pour faire volte-face. Les guerres de libération viennent de commencer. Dans cette bataille, un personnage va jouer un rôle central. La reine Louise incarnera désormais les ambitions d'un pays conquis, occupé et libéré par la seule détermination de sa population. Son mausolée se trouve dans le parc de son château à Charlottenbourg, un lieu associé aujourd'hui encore à la naissance du nationalisme prussien. La reine Louise, par son opposition déterminée à Napoléon, en est devenue la figure fondatrice. Pour elle, Napoléon, c'est la révolution. Et donc, c'est la subversion, c'est le diable, quasiment. Et donc, c'est elle qui persuade son mari extrêmement hésitant de déclarer la guerre à la France en 1806. Et elle fait tout ce qu'elle peut pour entretenir l'esprit de combat. Comment la légende de la reine Louise est-elle parvenue à rassembler une nation tout entière? Comment sa figure a-t-elle réuni royalistes et républicains prussiens contre l'ennemi français? Louise est moderne, ainsi que le montre cette statue qui la représente avec sa sœur. Ses tenues vestimentaires sont calquées sur le modèle français. Elle ne refuse pas les nouveautés venues de Paris, mais elle refuse l'envahisseur. Et puis, il y a cette rencontre à Tilsit avec l'empereur, au cours de laquelle elle accepte de négocier avec un homme qu'elle exècre. Elle a une sorte de mission. Elle doit le convaincre d'accepter des conditions plus clémentes pour la Prusse. Mais il n'a pas l'intention de parler politique avec elle. La rencontre ne donne rien, mais forge la légende d'une femme qui se sacrifie pour son pays, jusqu'à finalement lui offrir sa vie. La reine Louise meurt en juillet 1810. Aujourd'hui, d'un point de vue médical, on sait qu'elle a été victime d'une bronchite qui s'est transformée en infection pulmonaire. C'est la cause de son décès. Mais le mythe veut que son cœur brisé ait causé sa mort. Et sa mort est perçue aussitôt comme un sacrifice. Elle devient l'incarnation de l'âme prussienne qui a été piétinée, humiliée par Napoléon. N'oublions pas qu'elle avait deux choses qui étaient très importantes pour l'opinion publique. Elle était jeune et elle était belle. Et c'est ainsi qu'elle est devenue une sorte de martyr prussien, à une époque où tout était bon pour se lever contre les Français, les occupants, et pour attiser l'esprit de résistance. La reine Louise est morte avant le déclenchement des guerres de libération. Elle n'a pas connu le soulèvement du peuple prussien, et encore moins la défaite finale de Napoléon. Pourtant, c'est la première prussienne à recevoir, à titre posthume, la décoration qui récompensera désormais les combattants les plus méritants, de l'officier au simple soldat. La croix de fer, dont le dessin est officiellement signé de la main du roi, est en fait l'œuvre d'un architecte qui va bientôt devenir une véritable légende. Karl Friedrich Schinkel a le coup de génie d'utiliser le fer, la matière la plus résistante, mais aussi la plus austère, pour incarner le combat de son pays. La croix de fer sera placée au sommet du monument célébrant les guerres de libération, que Schinkel réalisera à Berlin après la victoire contre la France. Schinkel a créé ce monument, et ce n'est pas un hasard qu'il soit en fer. Ce matériel qui symbolise la Prusse, la résistance prussienne, le courage des soldats prussiens.
C'est devenu le symbole national par excellence, une sorte de tradition inventée. C'est ce qui est vraiment fascinant dans la Croix de fer. C'est un ordre très simple et une manière simple de motiver les soldats, mais qui devient un mythe et un symbole très puissant. C'est une vraie mobilisation. Le peuple allemand prend conscience de sa force et descendre de la défaite de Napoléon naît le phénix de la nation allemande. « 31 mars 1814. 4 ans après la mort de la reine Louise, les armées coalisées, Grande-Bretagne, Autriche, Russie et Prusse, arrivent à Paris. Quand Paris tombe, le 31 mars 1814, il semble que le général Blücher ait dit « Ça y est, la reine Louise est vengée ». Et à cet instant, la boucle est bouclée. Napoléon brise le cœur de la reine Louise et l'armée prussienne venge la reine. Et c'est également un sentiment de vengeance qui conduit le roi de Prusse, Frédéric Guillaume III, dans ce splendide hôtel particulier, l'hôtel de Beauharnais. En 1814, il vient d'être entièrement remanié, de la manière la plus luxueuse qui soit, par Eugène de Beauharnais, beau-fils de Napoléon et l'un de ses meilleurs généraux. Donc Eugène, il a voulu avoir une des plus belles maisons de Paris, et il l'a eu en l'occurrence, puisque vraiment, le palais de Beauharnais aujourd'hui, on doit dire palais, au fond c'est vraiment un palais plus qu'un hôtel, offre un ensemble à la fois pour les décors et pour le mobilier tout à fait spectaculaire. Le roi de Prusse, à son arrivée, en fait son pied-à-terre et finit par l'acheter avec tous ses meubles quelques années plus tard. Eugène n'avait séjourné que très brièvement dans son hôtel particulier, où des sommes colossales avaient été englouties, au point que l'empereur lui-même, s'apercevant de l'importance de la dépense, avait exigé la fin des travaux. Le fait qu'à la suite de la prise de Paris, le roi de Prusse s'y soit installé est une forme d'humiliation qui fait écho à l'humiliation que Napoléon avait infligée à la famille royale prussienne quand il a pris résidence au château de Charlottenburg. Ironie du sort, le plus bel intérieur empire de Paris sera préservé par un souverain prussien dont le royaume fut démantelé par Napoléon. On a exigé que une partie de ce que les Français avaient pillé à l'intérieur de l'Allemagne soit restituée. Et donc, parmi les restitutions, il y a eu non seulement les restitutions d'un grand nombre d'œuvres d'art qui sont revenues dans les musées de Berlin et de Potsdam, mais il y a aussi le retour en triomphe du quadrige. Le quadrige était décoré de fleurs, il y avait des cortèges de jeunes filles qui l'entouraient. C'était comme si c'était le retour du captif libéré après les années de captivité et d'humiliation. On met en scène une sorte de marche triomphale qui traverse toute l'Allemagne et on le replace sur la porte de Brandebourg en grande pompe. C'est le moment où les Berlinois prennent vraiment conscience que Napoléon est vaincu. Mais le quadrige ne sera plus tout à fait le même. Jusqu'ici, la déesse qui conduit l'attelage incarnait la paix. Désormais, elle symbolisera la victoire. À son retour, on ajoute en effet à la statue une croix de fer, entourée d'une couronne de laurier
et surmonté d'un aigle prussien. Le quadrige prend ainsi une signification nouvelle, après un séjour de 8 années à Paris. Un séjour totalement inutile, excepté la trace qu'il a laissée sur l'une des statues emblématiques de Paris. La statue d'Henri IV, sur le Pont Neuf. Non pas la statue qui y fut disposée au XVIIe siècle. Celle-ci fut fondue à la Révolution. Mais celle qui fut réalisée en 1814, quand la royauté fut restaurée à Paris. Avant son retour à Berlin, l'un des chevaux du quadrige fut moulé et utilisé pour une statue provisoire, qui laissa ensuite place à l'œuvre d'aujourd'hui. Pendant quelques années, le roi de France eut donc pour monture le 3e cheval du quadrige de Berlin. La Prusse est l'un des grands vainqueurs des guerres napoléoniennes. En 1815, son territoire s'est encore agrandi, ce qui fait d'elle le premier des royaumes allemands. Dans ces conditions, il n'est plus question d'une quelconque influence française sur la ville de Berlin. Et les 3 grandes places du XVIIIe siècle, baptisées en l'honneur des places royales de Paris, reçoivent de nouvelles appellations. La place Carrée est ainsi rebaptisée Pariserplatz, pour célébrer la prise de Paris par les armées alliées. La place Ronde devient la place de la Belle Alliance, l'alliance victorieuse de Napoléon. Quant à la place dite de l'Octogone, elle se voit donner le nom de Leipzigerplatz, en souvenir de la bataille victorieuse contre les armées de l'Empire en 1813. Le Paris de Napoléon, c'est le Paris de Louis XVI, c'est-à-dire le Paris formé par concrétion jusqu'à ce grand aménagement de l'enceinte des fermiers généraux. La silhouette générale de la ville n'a pas été modifiée. Et tout le travail de Napoléon, il a été double. Il a été d'abord un travail édilitaire, des égouts, des canaux, des fontaines, des ponts. Mais ça, visuellement, c'est vraiment très marginal. Et puis, des monuments de gloire censés transformer la capitale pour en faire la capitale de l'Empire. Le tracé de cette grande rue de Rivoli qui dégage les Tuileries et le palais impérial des Tuileries, mais qui est totalement non bâti à ce moment-là. On a tracé la rue, mais il n'y a pas encore les maisons à arcades. Il y en a une ou deux qui sont toutes seules. L'Arc de Triomphe de l'Étoile qui sort à peine de terre. Beaucoup de projets amorcés, mais qui ne sont pas finis. C'est une ville qui est pour très longtemps traumatisée par la défaite de 1814. Il faut imaginer que la dernière fois que des étrangers ont pris militairement Paris, ce sont les Anglais pendant la guerre de 100 ans. La France est complètement ruinée. Et non seulement elle est ruinée, mais elle doit payer une amende colossale pour libérer le territoire. 1815. Alors que la France tourne la page de Napoléon, le pays change de régime. Les Alliés ont en effet décidé que la monarchie devait être restaurée. Louis XVIII, le frère de Louis XVI, fait alors son entrée à Paris et monte sur le trône. La période de la Restauration vient de commencer. Et le paradoxe, c'est que l'un des premiers actes du nouveau souverain défend un héritage de Napoléon face aux occupants prussiens. Napoléon a ajouté 2 ponts, un en amont, qui est donc le pont d'Austerlitz, en face de l'actuelle gare, et puis l'autre en aval, qui est le pont d'Iéna. Et donc, Napoléon a borné Paris par 2 victoires, hein, celle de 1805 et celle de 1806. Sauf qu'évidemment, pour les Prussiens, Iéna, c'est pas un très bon souvenir. La bataille d'Iéna, en 1806, a en effet été une terrible défaite pour les armées prussiennes et a ouvert les portes de Berlin aux soldats de Napoléon. Donc, Blücher prétend faire sauter le pont pour effacer cette défaite qui a humilié si profondément la Prusse.
Et là, évidemment, le pragmatisme de Louis XVIII s'impose. Pour Louis XVIII, le pont d'Iéna, c'est une victoire militaire, donc c'est quand même une victoire française, mais c'est surtout un pont tout neuf en pierre dans une ville qui, demain, va avoir beaucoup de problèmes pour faire des grands travaux. Donc, il a cette phrase merveilleuse qui était tellement typique de l'humour de Louis XVIII. « Très bien, eh bien, je me ferai transporter avec mon trône au milieu du pont et j'attendrai. » La menace de Louis XVIII fut dissuasive. Le pont fut simplement rebaptisé avant de retrouver son nom initial 30 ans plus tard et d'offrir à la ville l'une de ses plus belles perspectives. Avec cette victoire symbolique s'ouvre une époque nouvelle à Paris. Une époque qui va voir sa population doubler en l'espace de 50 ans. Un défi immense face auquel la ville, aux équipements largement dépassés, est totalement désarmée. Une grande partie de l'eau potable est par exemple puisée directement dans la Seine, avec des conséquences terribles sur la santé de ses habitants. Napoléon a certes creusé le canal de l'Ourcq, dont la première vocation n'est pas la navigation, mais d'apporter à Paris de l'eau puisée 150 km plus au nord. Un ouvrage qui va cependant s'avérer très vite insuffisant. Tous les 10 ans, le choléra s'abat sur les Parisiens, faisant environ 12 000 morts à chaque épisode. Un Premier ministre, Casimir Périer, figurera même au nombre des victimes en 1832. Tout le monde en a désormais conscience, la ville doit se transformer. Paris est une ville très en retard. Il faut imaginer qu'en 1850, on est approvisionné en eau à dos de porteurs. Des gaillards larges comme des armoires normandes qui portent une perche en travers du dos, avec un seau de 20 litres à chaque épaule. L'eau courante est généralisée dans des villes comme Londres, même dans une ville comme Berlin, l'eau courante tombe sous le sens. À Paris, le réseau d'égouts est embryonnaire. Ouais, il faut savoir qu'en 1850, il y a des égouts qui datent de Philippe Auguste qui sont encore en fonctionnement. Entre 1815, c'est-à-dire la fin de l'Empire, et 1850, la ville passe d'environ 600 000 à plus d'1 million d'habitants. Industrialisation et exode rural. Tous les jours, les arrivées sont plus nombreuses et Paris risque la paralysie. Le comte de Rambuteau, préfet de Paris à partir de 1832, doit apporter une réponse à ce nouvel enjeu. Rambuteau sait très bien qu'il va falloir désengorger la ville, sait très bien qu'il faut la décongestionner. Il sait que pour cela, il faut percer de larges avenues. Il sait très bien où sont tous les points d'inflammation de la ville, à commencer par les halles. Et donc l'idée qui va naître sous la monarchie de Juillet, c'est qu'il faut percer des rues, au contraire. Non pas élargir l'existant, mais tracer une nouvelle voie dans un nouveau schéma. Au cœur de Paris, Rambuteau lance le chantier des premières percées. La rue Rambuteau, 13 mètres de large et presque 1 km de long, traverse un quartier très dense. C'est la première, mais aussi la seule véritable concrétisation de la réforme de la ville à cette époque. Pour une rue de Rivoli tracée sous Napoléon Ier, pour une rue Rambuteau ouverte sous Louis-Philippe, combien d'opérations inachevées, inabouties, seulement rêvées, parce qu'il n'y a pas les forces politiques et financières pour transformer cette ville, qui est donc du coup maintenant de plus en plus ancienne, qui continue de voir sa population croître, et qui est en même temps une ville qui n'arrive pas à se transformer. Donc les problèmes deviennent suraigus au fur et à mesure qu'on s'avance dans le nouveau siècle. Sans compter que le contexte international n'est guère favorable. Car en 1840, un nouvel épisode de tension avec la Prusse et les autres puissances européennes suscite toutes les inquiétudes. De peur de voir les armées ennemies prendre à nouveau Paris, Adolphe Thiers, chef du gouvernement, fait voter l'édification d'une fortification. 34 km de long, achevée en seulement 4 ans,
elle va changer pour longtemps l'histoire de la capitale. En fait, Paris aujourd'hui, Paris intramuros, le terme est à retenir, Paris intramuros a la forme que lui ont donnée les enceintes de Thiers. Et pourtant, cette enceinte n'a dès l'origine aucune chance d'être efficace. Très tôt, les progrès de l'artillerie aidant, on se rendra compte que Paris peut être bombardé à distance et finalement n'a pas besoin d'être conquise la pioche à la main pour être vaincue. À l'extérieur des enceintes, sur une profondeur de 200 mètres, les militaires interdisent toute construction en dur, mais laissent s'installer des habitations de fortune. Les plus pauvres des Parisiens y trouvent peu à peu refuge, pour constituer ce qui deviendra bientôt le plus vaste bidonville de l'histoire du pays. En ce milieu du XIXe siècle, Paris se replie donc sur lui-même. Tandis que Berlin, jusqu'ici capitale de seconde importance, trouve une nouvelle identité avec un homme au talent visionnaire. L'architecte Karl Friedrich Schinkel, auteur de la Croix de fer et du monument aux guerres de libération, deux symboles de la renaissance de la Prusse pendant l'occupation de Berlin par Napoléon. Ce qui était le plus important pour lui, c'est justement de proposer une nouvelle architecture à cette société civile émergente, républicaine. Il n'essaie pas de transformer de manière douce la ville, il essaie radicalement de la remplacer par un nouveau concept urbain. Schinkel ne veut plus de la ville ancienne, la ville baroque avec ses grandes places et ses grandes avenues, qui incarne la vieille Prusse, celle qui précède l'occupation française. À sa place, il aménage de grands espaces au cœur de la ville et construit 6 bâtiments qui deviendront les emblèmes du nouveau Berlin. Schinkel, il essaie de superposer son idée de la ville, c'est-à-dire un paysage architectural ou un paysage muni de cubes architecturaux qu'il superpose sur la structure de la ville. Et pour ça, il doit détruire la ville baroque. C'est-à-dire que Schinkel, c'est vraiment le premier destructeur de l'histoire de Berlin. Schinkel trouve dans la Grèce antique une référence pour le nouveau Berlin. Plusieurs de ses bâtiments majeurs, comme le Konzerthaus, sont ainsi profondément marqués par l'esthétique classique. Une source d'inspiration dont le jeune Schinkel, peintre de grand talent, a fait la découverte lors d'un voyage en Italie. Contrairement aux architectes français, qui se sont toujours intéressés à l'Antiquité romaine, Schinkel il est allé en Sicile pour dessiner les temples grecs. Schinkel, comme tous les nationalistes prussiens de son époque, associe la Prusse à la Grèce antique. C'est dans cet esprit qu'il construit le premier musée des beaux-arts de Berlin. Son atrium est un manifeste esthétique, mais aussi politique, qui oppose l'authenticité d'Athènes ou de Sparte à la corruption de l'Empire romain. Cette opposition très simple, qui vient des premiers nationalistes en Allemagne, s'explique par le fait que l'on voulait associer l'État français à quelque chose de pourri, de décadent. Tandis que tout ce qui était allemand était perçu comme jeune, en ascension, honnête, ouvert et donc associé à l'esprit de la Grèce ou de Sparte. L'autre grande référence de Schinkel, l'architecture gothique, la seule architecture, pense-t-il, qui soit profondément prussienne et allemande. Au cœur de Berlin, il en propose sa propre version,
entièrement faite en briques rouges, une première pour un bâtiment de cette importance. La Prusse est un pays appauvri par la guerre, et où de surcroît, la pierre est totalement absente. Schinkel propose donc qu'elle soit le matériau symbole de la nation en formation. Et c'est aussi en briques rouges qu'il conçoit la célèbre Académie de la construction, aujourd'hui disparue, un simple cube qui préfigure l'architecture moderne. Schinkel invente ainsi la nouvelle identité visuelle de Berlin, et ce jusque dans les objets qu'il conçoit en véritable designer. Ses dessins sont publiés dans des recueils qui serviront librement de modèle pour tous les artisans de Berlin. Des recueils largement diffusés grâce à son ami Christian Beuth, l'autre personnage majeur de la mutation de Berlin à cette époque. Ce que Beuth a fait en particulier, c'est d'envoyer des experts en Angleterre et en France pour y étudier la production manufacturière. Des spécialistes qui reviennent ensuite à Berlin avec leur savoir-faire. Beuth, directeur de la production du Royaume de Prusse, favorise par cette politique de renseignement économique l'industrialisation de Berlin. À commencer par la fabrication de locomotives et par celle des voies ferrées, dont la ville se fait rapidement une spécialité pour la Prusse et bientôt pour toute l'Allemagne. Car en 1840, les différents royaumes allemands ont décidé de s'associer dans une grande union douanière qui accélère le commerce entre la Prusse et ses voisins. Berlin devient alors le cœur du système ferroviaire de toute la région et la ville découvre sa vocation de capitale industrielle. Berlin a tous les atouts pour réussir, à commencer par ses entrepreneurs comme Borsig, ancien espion pour le compte de Beuth en Angleterre, qui a pu voir de très près la façon dont fonctionnent les usines britanniques. À son retour, il se lance dans l'aventure et connaît une réussite fulgurante. Une réussite alimentée par un réservoir de main-d'œuvre sans cesse croissant à Berlin à cette époque. Depuis l'édit de Potsdam, en 1685, Berlin, ou pour être plus précis, la Prusse, a misé sur une politique d'immigration très active. Cela a facilité une incroyable ascension sociale, une attraction pour toutes sortes de persécutés et de minorités. Parfois, c'était des juifs, ou alors des minorités protestantes. Un véritable magnétisme les attirait vers Berlin et vers la Prusse. 330 000 habitants en 1840, 800 000 30 ans plus tard. Berlin est en train de rejoindre Paris, mais les deux villes vont désormais incarner deux modèles urbains très différents. Car si la capitale prussienne mise tout sur l'industrie, Paris, avec Haussmann, veut tout simplement inventer la ville de demain. Ce qu'il faut penser toujours avec Haussmann, c'est qu'il s'agit de circuler d'un point à un autre. Haussmann va considérer la ville comme le corps d'un athlète qui n'a de cesse qu'il n'améliore ses performances. C'est un réseau, Haussmann, c'est pas des immeubles autour des rues, c'est tout un système très intelligent, très puissant, très pensé. Haussmann, c'est le chirurgien fou. Et s'il y a un obstacle au long de son projet et de sa logique, cet obstacle est éliminé. Et on se trouve donc devant un processus qui va progressivement s'emballer pour faire de Paris pendant 17 ans un chantier fantastique, colossal. Paris vient de dépasser le 1 million d'habitants. Une population de plus en plus défavorisée s'est installée au cœur de la capitale et met en danger la société tout entière.
Une nouvelle révolution en 1848 a montré la gravité de la situation. Le nouveau président, qui deviendra bientôt empereur sous le nom de Napoléon III, est déterminé à changer la ville de Paris. Et il a trouvé en la personne du duc de Persigny, son ministre de l'Intérieur, l'homme qui va lui donner les moyens de ses ambitions. Persigny est le grand partisan de cette théorie économique selon laquelle il faut dépenser pour gagner. Plus on dépense, plus on gagne, parce que ce que l'on dépense produit des richesses, elles-mêmes productrices de richesses. C'est la théorie des dépenses productives. Bon, il y en a un qui réagit extrêmement positivement, avec un enthousiasme exubérant à cet exposé, c'est Haussmann. Haussmann, 1,90 m, des mains comme des battoirs, une espèce de taureau en redingote noire qui impressionne Persigny par la puissance physique, cette espèce d'énergie débordante, et puis cette conviction de toute manière que, quoi qu'on lui demande, il est l'homme de la situation. Georges-Eugène Haussmann est nommé préfet de la Seine en 1853. Sa mission, inventer un nouveau Paris, une capitale assainie, aérée, ordonnée et plus performante. Commence alors un chantier bien plus important encore que celui envisagé à l'origine par Napoléon III. Alors que l'empereur imagine une trentaine de percées, Haussmann en veut 70. Le visage de Paris change en profondeur avec la multiplication de ses grandes avenues. Il va considérer la ville comme un organe autonome, abstrait. Abstrait, c'est très important. Un organe abstrait et considérer chaque organe de la ville comme l'organe du corps. Et qu'est-ce que notre corps? C'est une affaire de flux. Et qu'est-ce que haussmanniser? C'est libérer les flux. Les flux de l'eau, les flux de l'air, les flux des capitaux, les flux des personnes. Et puisqu'il s'agit d'accélérer le déplacement des hommes et des machines, les gares seront au cœur de la réforme de Paris. Ce sont les nouvelles portes de la ville. Elles sont placées au bout de grandes avenues, comme des églises ou des bâtiments officiels. Systématiquement, il faut un point de mire monumental pour une percée. Et les immeubles qui bordent ces nouvelles avenues doivent répondre à tout un tas de règles. Unité du matériau, qui est la pierre de taille, unité des lignes maîtresses, comme on dit à l'époque, c'est-à-dire les corniches doivent filer, les balcons doivent filer. Le style d'une façade d'immeuble haussmannien, ce doit être quelque chose d'assez neutre, qui ne doit pas détonner sur ses voisins, puisqu'ils jouent tous ensemble une partition. Avec Haussmann, les classes favorisées, qui avaient déserté le centre de Paris, s'y installent à nouveau. L'intérieur haussmannien, avec ses vastes espaces de réception, démocratise, au profit de la bourgeoisie, l'ancien mode de vie de l'aristocratie. Quant aux domestiques, ils passent par la cour intérieure et montent dans les étages par l'escalier de service, par lequel ils rejoignent les appartements où ils sont employés. Eux-mêmes habitent au 6e, sous les toits, l'endroit le plus froid l'hiver et le plus chaud l'été. Dans l'immeuble du Second Empire est donc inscrit un certain ordre social, qui sera bientôt celui de Paris tout entier. Quand on reconstruit Paris, quand on trace de nouvelles avenues, quand on élève de beaux immeubles en pierre de taille, on change en profondeur la sociologie. Parce que les anciens habitants ne peuvent pas se reloger, c'est un phénomène bien connu des historiens de l'urbanisme, on ne peut pas se reloger dans les nouveaux immeubles parce que les prix sont trop chers. Au fond, quand on regarde les photos de Marville qui montrent le vieux Paris et puis les photos du nouveau Paris, elles sont silencieuses, il n'y a personne sur les photos. Et on a l'impression d'une chose qui est comme un coup de baguette magique, mais il faut derrière imaginer la violence des destructions, la violence de la poussière, du bruit des chantiers et la violence sociale. Donc là, il y a eu un remplacement dans le centre, hein, sauf dans les quartiers où Haussmann n'a pas eu le temps de porter le fer. Et c'est toute l'histoire du Marais. Le Marais est un quartier qui, parce qu'il n'a pas été détruit par les percements haussmanniens, va devenir une poche
de pauvreté et de vieux Paris au centre des beaux quartiers refaits par Haussmann. Et puis, il y a les 200 000 nouveaux arrivants, venus pour participer aux grands travaux d'Haussmann. Beaucoup d'entre eux s'installent dans les nouveaux arrondissements. En 1860, un décret élargit considérablement les limites de la capitale. Sa population passe alors d'1 million à 1 700 000 habitants. Et la question des déshérités s'impose comme le grand enjeu de l'avenir de Paris. Tandis qu'Haussmann souhaite les écarter du centre-ville, Napoléon III veut que la capitale se dote d'un logement adapté. Il fait preuve de plus de sollicitude qu'aucun monarque avant lui à l'égard du prolétariat et du prolétariat urbain. Il en fait une question personnelle, à tel point d'ailleurs que c'est sur sa cassette personnelle que seront dégagés les budgets nécessaires à la construction de premières cités ouvrières à Paris. Dans le 9e arrondissement, l'empereur finance par exemple une cité ouvrière très novatrice, d'ailleurs baptisée Cité Napoléon. Une curieuse architecture, avec un espace intérieur collectif où les locataires sont censés faire connaissance et se lier d'amitié. Un modèle nouveau et original, mais un modèle qui ne remportera finalement aucun succès. Les bourgeois ont trouvé qu'il y avait là un danger, une concentration ouvrière qui représentait une menace, à 2 pas des quartiers gouvernementaux, du centre du gouvernement. Il suffit de descendre la rue de Rochechouart, on va droit vers le centre. Et à l'inverse, le mouvement socialiste récuse absolument les concentrations ouvrières. Jules Guesde écrit que si on ferme les grilles de cette cité, eh bien, il y a 200 prisonniers tout trouvés. Car l'immeuble est fermé par une grille, comme un portail bourgeois, mais dont, en l'occurrence, ils n'ont pas la clé. C'était jugé problématique par les ouvriers qui auraient été candidats à la location. Ils sont repartis très vite. Paris n'a pas trouvé son modèle de logement ouvrier. Mais il n'empêche, c'est désormais la référence pour tous ceux qui vont rêver, au XIXe siècle, de changer la ville. Les Parisiens sont très fiers, le souverain est très fier, et l'exposition universelle de 1867, c'était la gloire du régime, et le thème général, c'est Paris, capitale du XIXe siècle. Tout le monde vient voir Paris. Oui, c'est une grande capitale, c'est la capitale. Bien entendu, à Berlin, les réalisations du Second Empire ont un écho considérable. Mais la capitale prussienne doit relever des défis différents, conséquence en particulier du développement spectaculaire de son industrie. Sa réponse, ce seront les Mietskasernen, les casernes à loyer, adaptation pour les ouvriers des logements autrefois occupés par les militaires et par leurs familles. James Obrecht, qui dessine en 1862 un nouveau plan de Berlin, va permettre leur développement à très grande échelle. Berlin explose démographiquement, il y a un exode rural absolument incroyable. Donc, il n'y a pas assez de surface habitable dans la ville. Et donc, Obrecht, il fait ce projet d'extension avec un tracé à très grande échelle qui génère des îlots énormes qui peuvent être densifiés jusqu'à l'infini presque. Et donc, on arrive à la fin du 19e siècle à la ville la plus dense du monde. Le plan Obrecht, ce sont de grandes avenues, à la manière du Paris d'Haussmann. À la différence près qu'à Berlin, l'espace entre chaque rue est considérable. À l'intérieur des îlots, des cours minuscules séparent de grands immeubles.
Les Mietskasernen sont immédiatement associés aux pires maux de la ville du XIXe siècle. Insalubrité, insécurité, et puis cette terrible inégalité entre les locataires. Plus on progresse à l'intérieur de l'îlot, en passant d'une cour à l'autre, plus les conditions sociales des habitants se détériorent. Pour résumer, dans le bâtiment sur rue des bourgeois, avec des appartements assez grands, des appartements familiaux. Dans les premières et deuxièmes cours, le petit bourgeois. Et, s'il y avait une troisième cour, l'ouvrier. Le taux d'occupation était autour de 7 personnes par appartement. C'était des appartements avec une seule pièce dans lesquels toutes les fonctions de la maison ou d'un appartement se confondaient. C'est-à-dire que cette pièce, elle était à la fois salon, cuisine, salle de bain, chambre. S'il restait une petite superficie dans un appartement, s'il restait 2 mètres carrés par exemple, on pouvait louer ces 2 mètres carrés pour la nuit. Ceci venait du fait que, parce que les loyers étaient chers, on a accepté des sous-locataires dans les appartements. Des gens qui dormaient la journée dans le lit que le locataire avait libéré, alors que lui-même était parti au travail. La conséquence, et c'était quelque chose qui préoccupait les églises et les organismes de santé, c'est qu'une zone moralement grise est née lorsque l'épouse du locataire et ses enfants ont dû rester à la maison en la présence du sous-locataire qui habitait et dormait dans le même appartement. Il faut imaginer la misère des familles d'ouvriers et les petites usines installées au cœur même des immeubles d'habitation. C'est ce que l'on a appelé le mélange de Kreuzberg, un cocktail explosif de surdensité et de pollution industrielle. Pas d'espace, pas de lumière et pas de respiration. C'est alors que Berlin s'est inexorablement transformée dans la tristement célèbre ville de pierre. Bientôt, Berlin prendra une nouvelle dimension quand elle deviendra, après la guerre de 1870 contre la France, la capitale d'un empire. L'ère de la confrontation a commencé et Paris va déployer une formidable énergie pour surpasser son adversaire.